Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci de votre fidélité à ce 9e numéro de Face à Face saison 2014. Comme à l'accoutumée, moi et Jean-Claude Kousekessa recevons pour vous monsieur Jean-Jacques Mamba Kabamba au cadre du mouvement de libération du Congo, avec qui on va, comme on l'a toujours l'habitude, décortiquer d'importantes questions d'actualité politique, sociale et économique du pays, parce que vous le savez, Jacques Mamba n'est pas le premier venu de cette émission, il a fait ses pas dans cette émission plus d'une fois. Et actualité oblige, nous le faisons venir pour qu'avec lui, nous puissions, avec vous également, partager ce qui dérange le Congo, ce qui dérange la politique du pays, ce qui porte comme projection et ambition la RDC. Je vous trouve ça en face de nous, ça n'a pas été facile, ça fait longtemps qu'on a reçu Jacques Mamba. Il va être un interlocuteur favori pour nous pour d'importantes questions, comme je l'ai dit dans mon liminaire. Oui, Jean-Pierre, vous avez tout à fait raison. D'aucuns pensent que le MLC ne communique plus suffisamment, surtout par rapport aux grandes questions de l'heure. Vous savez, la classe politique actuellement est vraiment dans un branle-bas des combats sur les questions constitutionnelles, les questions de révision constitutionnelle, les différentes questions notamment sur la sécurité de la population, sur la vie chère. Eh bien, nous avons estimé qu'avec Jean-Jacques Mamba, au cadre du MLC, il était temps que le MLC parle. Voilà, merci Jean-Claude. Jean-Jacques Mamba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre. Au cadre du MLC, membre de la Fédération de Lukunga, vous n'avez pas quitté toujours là. La question qui se pose présentement, contre votre parti, il est vrai que le MLC, Jean-Claude l'a dit au début, ne communique plus assez. On a comme l'impression que le MLC est en perte de vitesse. Très peu de communication, très peu de rassemblements, très peu de choses d'envergure en face de la population de votre base respective. Est-ce que vous avez la même impression que nous, que le MLC est en train de perdre un peu de sa superbe? D'abord, je vous remercie pour la question, d'une certaine pertinence, et je vais essayer d'y répondre très clairement. Je pense qu'en politique, à un certain moment, il faut qu'il y ait une certaine forme d'auto-évaluation. Gesticuler en politique et beaucoup communiquer pour ne pas avoir de résultats, c'est quelque chose de très... C'est vraiment des choses à éviter. Donc, nous avons constaté que nous avons beaucoup communiqué, et pas seulement le MLC, mais plusieurs partis, que ce soit des partis de la majorité comme ceux de l'opposition. Nous avons beaucoup communiqué pour n'obtenir que des maigres résultats. Donc, raison pour laquelle nous sommes dans une phase de remise en question. Nous sommes en train de cogiter sur des nouvelles stratégies à mettre en place pour obtenir finalement des résultats qui soient probants. Donc je pense qu'il faudrait éviter de confondre la gesticulation politique, c'est-à-dire de l'opportunisme de communication, l'opportunisme communicationnel par rapport aux événements, parce que nous ne sommes plus dans cette phase-là, nous avons un parti qui a mûri. Nous sommes dans une phase où maintenant nous devons définir des grandes lignes, définir des grandes stratégies, aller dans des formations pour faire vraiment comprendre à nos populations, à nos bases respectives, quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs et comment est-ce qu'ils peuvent participer activement à la vie politique. Aujourd'hui, vous dites que communiquer pour ne pas confondre à gesticuler. Néanmoins, le MLC est en train de perdre un peu de la face au niveau d'autres partis politiques. Vous êtes ensemble avec moi pour comprendre que le MLC a perdu d'importants cadres qui ont quitté le parti. Je ne voudrais pas ici évoquer le rat, le Bentfou qui a récolté Boussa il y a très peu. Un des cadres qui vous a quitté, c'est-à-dire que la phase n'était pas descendante. Non, d'ailleurs, je pense qu'il faut féliciter M. Jean-Lucien Boussa, qui est un aîné, pour lequel j'ai beaucoup de respect, une personne très intelligente, très active en politique. Et effectivement, cette personne dont nous sommes en train de parler n'est plus avec nous. Je ne peux que l'encourager dans toutes les initiatives que cette personne entreprend dans le cadre de sa vision politique, parce que finalement, lorsque vous voyez bien les valeurs prônées par le parti CDR ne sont pas très différentes des valeurs prônées par le MLC. Donc déjà, pour vous dire que dans la politique, il y a une dynamique. Il n'est pas le seul à être parti. Le parti politique, c'est un lieu où il y a des convictions qui s'affrontent. C'est un lieu où on émet des points de vue qui peuvent être contraires. À un certain moment, les gens peuvent se séparer.
dès lors qu'ils ne rencontrent plus leurs aspirations. Donc prenez ces différents départs dans le cadre des initiatives personnelles et peut-être courageuses, parce que ce n'est pas le seul. Vous avez M. Kamitatou, nous avons notre grand frère et notre aîné François Mamba, qui chacun d'eux a essayé, malgré partie du MLC, de contribuer à ce que ce pays puisse aller de l'avant. Donc moi je vois ça dans ce cadre-là. Tout le monde est libre à un certain moment de se sentir différent ou de penser différemment. Maintenant, lorsque vous liez un départ à la perte de vitesse ou le bain de foule, oui, félicitations pour le bain de foule. Nous avons eu des bains de foule dans les stades de martyrs dans ce pays. Nous avons eu des bains de foule dans les rues. Il y a eu des marches dans les années 92. Mais est-ce que ce pays a pourtant changé? Est-ce que c'est parce que nous avons réussi à faire danser les gens, mettre 1 million de personnes sur la rue que ce pays a évolué? Est-ce que le concitoyen, est-ce que le citoyen congolais lambda, non seulement reconnaître ses droits, les connaître, mais les faire appliquer? Est-ce qu'il est en mesure? Est-ce que nous avons amené la population à être assez consciente du pouvoir qu'elle a? Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'il y a un grand travail à faire. Et donc, le MLC dans cette phase-là, et je félicite tous ceux qui font ce qu'ils sont en train de faire, parce que ce ne sont pas les seuls, donc il n'y a pas que M. Poussin, que je respecte beaucoup, mais je pense qu'on doit aller un peu plus loin que ça, parce qu'actuellement, je pense que même ceux qui ne sont pas politiciens peuvent relayer les foules. Vous voyez dans les églises et ainsi de suite, tout le monde peut amener des gens dans la rue. C'est comme si vous donnez trop d'excuses à votre parti pour dire qu'il n'y a pas de perte de vitesse, il n'y a pas de perte de la superbe, tout marche bien. La remise en question est juste faite parce qu'il y a quand même une dégringolade. À ma connaissance, dans mes propos, je ne me suis pas excusé, je n'ai pas excusé le parti, je ne suis pas là pour amender. Non, je suis en train de défendre une vision. Je crois que nous avons un président national, nous avons un secrétariat général qui fonctionne, nous avons des instances du parti et des comités. Je vous ai dit que nous sommes dans une phase de cogitation et cette phase peut expliquer que vous interprétez, pas seulement vous, mais tous ceux qui peuvent nous suivre ou m'écouter, peuvent interpréter cette phase comme de la mollesse. Mais il n'en est rien. Je vous dis que nous continuons à travailler, nous participons à divers ateliers, nous suivons l'actualité. Et d'ailleurs, pour votre information, vendredi, nous avons, à moins que nous n'ayons un décalage, je pense que ce vendredi, nous aurons un séminaire dans lequel nous parlerons effectivement de la connaissance du parti. Je pense que nous sommes vraiment dans une phase de formation. Il faut que les gens mûrissent en politique et c'est très très important. Oui, c'est bien dit. Monsieur Jean-Jacques Mamba soutient que le MLC est toujours là. Oui, nous vous voyons. Mais il y a un fait. Les Quinois, c'est un citoyen qu'on trompe difficilement. Eh bien, dans l'opinion quinoise, il est dit le MLC est mort, MLC est Koufi, ou bien MLC est Koufa. Lorsque vous entendez de tels propos, de telles déclarations, qu'est-ce que ça vous fait? C'est comme Jean-Pierre dit tout à l'heure, le MLC avait l'habitude de drainer du monde dans toutes ces manifestations, chose qui du reste continue de temps en temps, mais on ne sent pas le MLC présent devant le grand enjeu de l'heure. On écoute, oui c'est vrai, il n'y a pas longtemps, le secrétaire général a donné des prises de position du MLC par rapport à la Constitution et les autres. Et bien dans la foulée, beaucoup d'autres formations, même la Cinco l'a fait, mais le MLC en tant que deuxième parti, première force politique de l'opposition en 2006, deuxième force politique de l'opposition en 2011, on sent tout de même une certaine mollesse, monsieur Mamba, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui ne va pas au MLC? Dites-le. Je vais vous dire et je vais vous répondre simplement. Vous savez, les phrases que vous entendez, que vous ramassez par-ci par-là, qui peuvent traduire une certaine réalité. On ne ramasse pas, nous on est à l'écoute de l'opinion. Mais voilà, je vous dis que ces phrases, nous les écoutions avant 2011. C'est-à-dire que c'est déjà, depuis que le président national a été empêché, c'est-à-dire depuis qu'il est à La Haye, entre 2006 et 2011, on accusait déjà le MLC d'afficher une certaine mollesse. On disait que ça ne fonctionnait pas. J'étais moi-même surpris que, malgré que nous n'avions pas de candidat à la présidentielle, nous nous retrouvions au niveau de l'Assemblée nationale comme deuxième force politique après l'UDPS, qui, elle, avait un candidat aux élections présidentielles et un candidat qui n'est pas des moindres en la personne de M. Etienne Tshisekedi. Donc, il peut y avoir une corrélation entre les impressions récoltées dans la rue et les résultats électoraux. Mais ce que je vous dis, il faut simplement faire une certaine fiction, essayer de mettre d'aucun parti que vous connaissez dans les conditions du MLC, c'est-à-dire en absence de leader, en absence de financement, et dites-moi si vous pouvez aboutir à des résultats comme nous les avions eu dernièrement en 2011, et vous serez surpris que nous aurons des bons résultats en 2016. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que nous récoltons tous les avis.
nous les acceptons et nous corrigeons ce que nous avons corrigé. Nous allons bientôt lancer des cycles de formation. Nous allons aller à la rencontre de notre base pour discuter avec la base, pour comprendre et récolter les différents avis, considérations et surtout des avis émotionnels, pour essayer de rectifier ce qui a rectifié. Mais comme je vous le dis, c'est le politique qui guide le peuple, ce n'est pas le peuple qui guide le politique. Donc en tant qu'élite politique, nous avons la responsabilité, nous avons le devoir de communiquer sainement, de former pour que la participation citoyenne soit massive. Parce que dans ce pays, aussi longtemps que nous allons continuer à gesticuler, à faire des gros forums, à faire des grandes descentes de rue, sans s'assurer que le citoyen lambda a conscience de la responsabilité de la charge qu'il a individuellement, nous n'aurons jamais de résultats probants et c'est cela qui explique que nous avons depuis 90, aujourd'hui nous sommes en 2014, après 24 ans, nous n'avons pas de résultats. Je peux vous donner des pays qui ont eu des indépendances ou qui ont démocratisé leurs institutions bien après nous, qui ont des résultats qui sont probants. Mais comment pouvez-vous expliquer que depuis 90, depuis que le feu maréchal Mobutu a parlé de démocratisation le 24 avril, aujourd'hui nous sommes en 2014, 24 ans après, malgré toutes les gesticulations que nous avons vues, nous n'avons pas pu évoluer. Comment vous pouvez expliquer cela? C'est-à-dire qu'il y a lieu maintenant de se reconcentrer et de voir s'il n'y a pas possibilité de rectifier les tirs. Et le MLC est dans cette optique. Oui, mais c'est vrai, Jean-Pierre, permettez, vous dites que c'est les politiques qui guident le peuple et non les contraires, mais nous sommes à l'ère de l'interdépendance. Il ne faut pas que vous laissiez le peuple congolais totalement dépendant de vous politiques. Vous devez être à l'écoute de ces peuples, connaître ses aspirations, ses attentes. C'est ça même le sens de l'action politique. Raison pour laquelle nous disons que nous devons renforcer le sens de responsabilité au niveau de la base. C'est-à-dire que lorsque nous disons que le politique dirige le peuple, entre guillemets, parce que c'est assez péjoratif de le dire comme ça, c'est-à-dire que nous devons donner matière, nous devons donner l'élan, nous devons donner la route à suivre pour que le citoyen lambda se prenne en charge. Parce que vous savez, aujourd'hui, les manifestations publiques, vous aviez assisté avant-hier, il y a eu 2-3 coups de tir au camp de Tchachi et c'est toute la ville qui s'est vidée. Pourquoi? Parce que les gens ne supportent pas les tirs. Et c'est ce qui arrive généralement lorsque vous mettez des gens dans la rue pour faire une marche ou quelque chose de ce genre-là. Eh bien, dès qu'il y a une petite sommation de tir, les gens partent, alors que la Constitution dit très bien que tout le monde, à un certain moment, s'il y a des autorisations, peut sortir de la rue pour manifester. Donc, si le citoyen lambda ne comprend pas ses droits, comment est-ce que vous, politiques, vous allez arriver à vos fins? Donc le vrai problème c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on peut gesticuler, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut crier, on peut appeler changement, mais si le citoyen lambda qui doit accompagner la politique ne saisit pas au bon la démarche politique de son élite, qu'est-ce qui se passe? Le résultat, il est néant. Merci maman. Aujourd'hui, vous parlez de la remise en question du MLC, vous parlez d'aller vers la base, changer un peu le modus operandi avec votre population, votre base. Et la question demeure pendant que M. Mamba, quel est aujourd'hui le discours du MLC? Passera-t-il comme il y a 5, 10, 15 ans? Êtes-vous sûr? Parce que je me dis, je le dis au début, il y a cette perte de confiance ou même des contacts permanents entre votre parti et votre base, puisque vous allez revenir, vous allez repartir vers votre population, votre base. Quel sera le discours, quel sera l'argument du MLC pour que ça accroche? Êtes-vous sûr quand vous allez vers votre base, ça va accrocher, elle va vous comprendre, elle va épouser votre point de vue aujourd'hui, parce qu'après vous, il y a eu beaucoup de personnes passées par là, d'autres ont des financements très forts, d'autres ont quand même des pignons sur rue. Pensez-vous que votre discours actuellement passera à l'opinion? Je pense que nous avons au niveau du secrétariat général, le secrétariat général a donné à chaque moment où il y a des pics politiques, où il faut que nous communiquions, le MLC a toujours communiqué. C'est-à-dire que nous avions, que ce soit pour la modification de la Constitution, que ce soit pour le calendrier de M. Nabé Malou Malou, et à chaque fois qu'il y avait une activité, une actualité politique qui était en pic, le MLC a réagi et a réagi de la manière la plus responsable qui soit, parce que nous faisons une opposition républicaine. Maintenant, quant à savoir si notre discours sera accueilli, je ne vais pas pronostiquer parce que finalement, ce sont les urnes. Nous ne sommes même pas encore en phase électorale. Mais je vous dis que le travail sera fait. Vous et nous allons juger la qualité du travail qui sera fait lorsque nous aurons les échéances électorales. Maintenant, pour ne pas anticiper, quel sera-t-il ces discours-là? Vous allez dire quoi aux populations? Nous sommes à une année préélectorale, en 2016, on va voter. Déjà, il faut qu'on concentrer sur le terrain. Vous allez leur dire quoi aujourd'hui? Doit-elle faire toujours confiance? Le MLC demeure un parti fort d'opposition, ou bien vous allez leur dire quoi? Nous n'allons pas simplement nous adresser à notre base, parce qu'ici, nous avons un problème, nous avons une catastrophe nationale. Cela veut dire que notre communication sera axée sur le bilan de ce que vont nous laisser nos amis de la majorité.
D'abord, de manière générale, c'est sur cela que nous allons communiquer. Mais nous allons pousser nos militants, ceux qui sont étiquetés MLC ou ceux qui sont sympathisants MLC, nous allons les pousser vers des réflexions de telle sorte que leur participation soit massive pour que nous puissions finalement, nous, aller au perchoir, c'est-à-dire de manière démocratique et légale, remporter des élections, être aux commandes et apporter du nouveau ou apporter le changement tant attendu par ceux qui nous écoutent en ce moment. C'est-à-dire que le message, il est simple. Nous devons changer la situation. Mais ne pas se limiter à un slogan, pas se limiter à tout ce qui est intentionnel, parce que généralement nous sommes très forts, les politiques sont très intentionnels. Nous devons apporter des programmes, nous devons apporter une vision qui soit pragmatique, adoptée et véhiculée par les différentes entités où se retrouvent le MLC et les autres partis d'opposition, parce que finalement, à ce niveau-là, il y a une unicité de pensée. Mais Monsieur Mamba, parce que s'il y a une chose qui intéresse et même qui suscite la curiosité dans l'opinion, c'est un peu l'affaire Bemba. Parce que c'est votre président national. En 2011, le MLC n'a pas été candidat président de la République. Pour cause, Jean-Pierre Bemba était absent du pays. Jean-Pierre vous a posé la question, je suis en train de renchérir. Quel discours vous allez amener en termes de nouveautés, en termes de perspectives, quant à votre participation aux élections de 2016, surtout en ce qui concerne les scrutins présidentiels. Nous savons que Jean-Pierre Bemba, d'ici décembre 2014, sera précisé sur le sort qu'il sera réservé, mais du moins, quel est votre discours sur le scrutin présidentiel? Parce que beaucoup de Congolais ont espéré sur le MLC en 2006. En 2011, vous avez été absent concernant les scrutins présidentiels. Quel discours vous aurez en 2016 concernant le scrutin présidentiel, par exemple? C'est un exemple, ok. Nous avons tous bon espoir et sommes solidaires avec la situation du président national. C'est-à-dire que nous avons bon espoir que d'ici le début de l'année prochaine, notre président national sera libéré. Je parle en termes d'espoir parce que je ne contrôle pas les mécanismes judiciaires. Tout à fait. Et je pense que cet espoir est partagé par la majorité, pas seulement des gens du MLC, mais la majorité des Congolais qui pensent que sa place n'est pas là-bas et qu'il devrait être avec nous pour faire le combat que nous sommes en train de mener au jour le jour. Et dans cette dynamique, dans cette approche qui est tout à fait positiviste, nous disons que si le président Bemba sort en 2015, par exemple, nous gagnons les élections. Je n'ai pas deux, trois discours. Le jour que le président Bemba ou que la CPI déclarera le président Bemba libre, je vais moi-même vous appeler pour vous demander de faire une émission dans laquelle je vous dirai que nous avons gagné des élections. Parce qu'il sera difficilement battable ici en République démocratique du Congo. Donc, nous gardons espoir. Et ce n'est pas son absence qui va nous fatiguer. Le fait qu'il ne soit pas avec nous ne va pas nous démoraliser. Moi qui vous parle, je totalise bientôt 8 ans au MLC. Il y en a qui ont fait beaucoup plus que moi, et il y en a qui sont d'entrer au MLC et qui vont continuer après nous. Je vous dis, et je dirai aux militants, que si notre président national est dehors, nous gagnerons les élections. Si, et nous ne le souhaitons pas, il est encore empêché en 2015 et 2016, soyez sûr que pour le reste des élections, nous serons présents à tous les niveaux. La question qui domine encore l'actualité politique du pays, c'est celle consacrée à la Constitution. Une bagarre latente ou même réelle est observé dans les échiquiers politiques nationaux. Mamba, de vous en nous, la Constitution congolaise aujourd'hui, doit-elle subir une révision, oui ou non? Vous savez, hier j'ai participé à une émission et j'appelais ça des tours de magie. C'est-à-dire que nous avions assisté en 2011, juste avant les élections, que pour des nécessités budgétaires, dont ils connaissaient la recette, il fallait qu'on passe de 2 tours à 1 tour. Et malheureusement, à 2 ans de la fin du mandat du président de la République, on nous explique aussi que pour les mêmes nécessités, il y a possibilité de passer par des voies référendaires et tout ça. Au fait, je dis que ce sont des tours de magie parce que finalement, la magie, c'est pour égayer les gens. C'est de la fiction. Pourquoi je parle de la fiction? Parce que moi, quand je me réveille le matin, et je pense que beaucoup de Congolais, précisément des Quinois, quand ils se lèvent le matin, ils ne se posent pas la question de la Constitution. Ceux qui viennent de finir leurs examens d'État se posent la question de savoir comment ils paieront les frais académiques pour aller à l'université. Ceux qui ont fini l'année passée au campus et dans toutes les institutions se posent la question de savoir comment ils vont faire pour trouver du travail. Et ceux qui ont fini il y a 10 ans, et j'en connais encore beaucoup, qui n'ont pas de travail jusqu'à ce jour. Ça, ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. Alors, au lieu que la majorité s'évertue à nous présenter un bilan,
en termes de diminution du chômage structurel, en termes d'assainissement du climat des affaires, parce que nous sommes encore les derniers, au lieu de s'évertuer sur des questions qui peuvent intéresser des gens, ils vont s'attacher à une question qui finalement ne concerne que la conservation du pouvoir et un pouvoir qui est mal géré. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que il n'y a pas nécessité de modifier la Constitution pour quelconque raison que ce soit. Déjà, le référendum va coûter très cher. Vous savez, nous sommes à 70 millions d'habitants. Si aujourd'hui on doit par voie référendaire consulter toutes ces personnes, naturellement, les personnes qui sont en âge de voter, ça coûtera un gros budget qu'on peut affecter aux élections provinciales pour continuer le cycle électoral. Donc, je ne trouve pas la nécessité. Il n'y a que M. Malou Malou et peut-être les gens, nos amis de la majorité, qui peuvent mieux nous expliquer pourquoi c'est nécessaire en ce moment-ci de modifier la Constitution. Moi, ce qui est nécessaire pour moi, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a géré ce pays pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans, qu'on a la tête dans ce pays et qu'on est incapable de présenter un bilan chiffré sur l'emploi, dans une ville comme Kinshasa qui a 85% ou plus de taux de chômage structurel, pour moi c'est une aberration. Répondez à ces questions-là. Qu'est-ce que vous faites de nos jeunes? Qu'est-ce que vous en avez fait? Nous avons construit un hôpital avec les deniers publics, c'est-à-dire avec les fonds du contribuable. Un hôpital qui aurait coûté plus de 50 millions. Le contribuable paye, alors qu'il a un revenu de 1 dollar par jour, vous lui demandez de payer 25 000 francs de consultation. Et c'est le seul que vous avez construit. Les autres, vous avez entre guillemets réhabilité. Répondez à ces questions-là. Parce que les gens, quand ils se réveillent le matin, je vous le dis vrai, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de constitution chez eux à la maison. Ça, c'est une affaire des politiques. Les gens se réveillent le matin avec la question, je fais comment au travail, je fais comment pour manger, je suis malade, comment je fais pour acheter des médicaments. Ces questions-là n'ont pas trouvé des réponses, ça fait 17 ans. Et aujourd'hui, pour vous estimez que cette constitution, c'est pas l'autre chose qu'il ne faut même pas l'évoquer? Mais parce que ce n'est pas une nécessité. Est-ce que la priorité du Congolais lambda aujourd'hui, c'est la constitution? Je vais sortir d'ici, je vais attendre mon taxi, je n'ai peut-être pas assez d'argent pour prendre mon taxi. Ça, ce sont des questions. Allez en Gaba au rond-point en ce moment-ci. Voyez comment les gens souffrent. Malgré qu'il y a des bus Transco, il y a encore des gens ce matin qui ont fait gare centrale jusqu'à Njili à pied. Des mamans commerçantes qui le font. Vous pensez qu'à cette maman-là, elle connaît un article de la Constitution? Elle n'en connaît pas. La politique, c'est pour résoudre les problèmes de ces gens-là. Et vous, aujourd'hui, parlons plutôt de bilan de la majorité que de la Constitution. C'est plus important. Nous sommes à 2 ans. Vous avez géré le pays pendant 10 ans. Mettons carte sur table, prenons les chiffres. Est-ce que les prouesses macroéconomiques sur papier qui ont été constatées par le FMI ont été transformées en foufou, en fumbois, sur la table des gens à la maison? Est-ce que cela s'est transformé en augmentation du salaire des fonctionnaires, notamment des enseignants qui donnent cours à nos enfants? Est-ce que cela a été transformé à l'augmentation du pouvoir d'achat? Est-ce que tout cela, ce sont des réalités sociales que nous pouvons palper? Mais non, ce ne sont que des chiffres. Mais M. Mamba, votre discours me surprend un peu parce que, après le passage de John Kerry ici, le chef de l'État, à partir de sa ferme de Kingakati, avait convoqué la majorité pour parler de cette question. Justement, la majorité, au sortir de leur rencontre, avait dit que la question de la Constitution n'était pas à l'ordre du jour. Ils étaient plutôt concentrés sur les actions de Kabila et qu'il avait encore, il était encore à la moitié de son mandat. Mais c'est vous l'opposition, quand je dis vous, ce n'est pas directement les MLC, mais les autres partis de l'opposition qui avaient mis le sujet sur la table, avec le fameux touche pas à mon D120, avec la Cinco qui a donné encore l'eau au moulin. C'est là où je trouve assez bizarre, le MLC a un discours qui ne s'apparente pas très bien avec les autres opposants. Vous, ici, vous dites que le sujet de la Constitution n'est pas vraiment prioritaire. La majorité a réagi à cause de ces harcèlements, entre guillemets, des autres partis d'opposition. Et vous estimez qu'on ne peut pas en parler? La politique est une dynamique anticipative. Je pense que l'opposition ne s'est référée qu'à ce qui s'est passé dans un passé qui est assez proche. Vous aviez vu avec l'article sur le passage de 1 à 2 tours, et nous avons eu un président de la République qui a été élu avec 32%. Donc, compte tenu du flou qui entretenait la communication au niveau de la majorité, rappelez-vous que M. Machal est passé sur une chaîne de télévision pour demander à ce que cette constitution soit modifiée. Donc, d'un côté, M. Machal a dit une chose, le lendemain, M. Mende vient dire une autre chose, M. Minakou qui vient du Canada vient de dire autre chose, il arrive à Kinshasa, il dit que nous allons essayer de conserver le pouvoir par tous les moyens légaux et les voies référendaires sont envisageables. Vous n'allez pas les refuser. Ils ont le droit de dire ça. Non, en fait... Et c'est constitutionnel aussi. Je ne le refuse pas.
nous devons tous respecter la Constitution et effectivement, ces voix-là sont permises. Mais pourquoi les gens s'élèvent? Pourquoi la CENCO? Parce que vous ne parlez que de l'opposition. L'opposition ne représente rien par rapport à la société civile. Vous aviez parlé de la CENCO, moi je vous parlerai du Forum des Églises de Réveil. Je vous parlerai de tous nos amis. La coopération bilatérale, ça existe. Lorsqu'on vous dépêche un John Kerry pour venir à Kinshasa pour vous parler des choses de Feyenoord, que la France parle dernièrement, il n'y a pas plus tard que 2 jours, la Belgique a parlé, ce sont des signaux forts. Donc ce n'est pas une affaire de l'opposition, c'est une affaire qui concerne 70 millions d'habitants. Maintenant, si vous dites que la classe politique, notamment l'opposition, a anticipé, oui, la politique, c'est une dynamique anticipative qui peut se baser sur des éléments récents. Nous avons vu que récemment, il y a eu des propos et même des pratiques qui ont modifié déjà le mode de scrutin. Donc si la majorité qui veut conserver le pouvoir, elle peut parler des moyens légaux, mais il y a l'éthique en politique, cher ami. C'est quoi l'éthique en politique? C'est parce que ça veut simplement dire, oui, j'ai une majorité mécanique, oui, j'ai 400 députés sur 100, mais ce n'est pas parce que j'ai 400 députés que je vais utiliser ma majorité mécanique pour faire passer n'importe quoi. Vous allez le faire légalement, mais du point de vue éthique, est-ce que ça répond? Est-ce que vous répondez aux problèmes des gens lorsque vous modifiez une constitution parce que vous avez plus de députés que les autres? Non. Donc, il y a le bon sens, il y a l'éthique. Et pour la voie référendaire, l'opposition refuse simplement parce qu'elle n'a pas la maîtrise du processus électoral. Mais vous n'avez pas non plus les moyens de votre politique. L'opposition se présente depuis 2011 en une classe éclatée, sans vrai leader, sans personnalité forte. Pour preuve, il n'y a pas toujours de porte-parole de l'opposition. Et ça donne le moulin à la majorité de faire sa foi. Et vous n'allez pas vous plaindre de ça. Je vous comprends, mais la majorité est unie autour de quoi ou de qui? Est-ce que la majorité est unie autour d'un idéal? Est-ce que la majorité est unie autour d'une personne? Aujourd'hui, on peut beau dire que la majorité est unie. L'unicité de la majorité ne tient qu'à la conservation du pouvoir. C'est ça l'idéal de la majorité. Conserver le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous retrouvez des gens de partis de gauche, de droite, vous quittez la révolution de la modernité, donc vous commencez par les 5 chantiers, la révolution de la modernité, ça va dans tous les sens. Il n'y a même pas d'unicité idéologique au niveau de la majorité. C'est simplement des personnes qui ont dit, nous acceptons la politique faite par M. Kabila, nous serons avec M. Kabila, nous devons conserver le pouvoir. Mais au niveau de la planification, vous allez constater même que le gouvernement, que ça va dans tous les sens. Maintenant, au niveau de l'opposition, vous nous reprochez de ne pas avoir un leader. L'essentiel en politique, ce n'est pas d'avoir un leader. Obama l'a dit, il faut avoir des institutions qui soient fortes, il faut avoir des idées qui soient fortes. Quelle est l'idée qui réunit aujourd'hui non seulement l'opposition, mais la communauté internationale? C'est que pour les intérêts du Congo, cette constitution ne doit pas être modifiée. C'est une pensée unique qui est finalement le leitmotiv de toutes les actions que vous voyez, non seulement en interne, c'est-à-dire toutes les composantes, hein, la société civile, l'opposition, mais aussi à l'étranger. Quoi, vous n'avez jamais fait un référendum là-dessus pour écoutez, cette position. Mais cette position est claire. Regardez le discours de l'opposition, il est un. L'opposition dit nous ne voulons pas que cette constitution soit modifiée. Malheureusement, l'opposition est minoritaire. Oui, minoritaire, nous ne refusons pas. Mais elle traduit la voix d'une grande majorité. Parce qu'au fait, c'est quoi la majorité aujourd'hui dans ce pays? Ce n'est pas le Parlement. Autour de la majorité, c'est la souffrance. La majorité des Congolais souffrent. La vraie majorité, ce n'est pas ce qui est au Parlement. La vraie majorité, c'est dans la rue. La vraie majorité, si vous voulez la connaître, mettez-vous au pont matin à 5h30 du matin, à 6h, vous allez voir cette majorité. Ce sont ces gens-là qui marchent à pied, qui souffrent. Ces gens-là qu'on enterre tous les jours. Mais voilà, c'est ça la majorité. Donc ne me parlez pas de la majorité au Parlement. Est-ce que cette majorité-là a besoin qu'on modifie la Constitution pour que le vécu quotidien soit changé? Moi, je vous dirais que non. Justement, c'est bien dit, vous direz non, la réalité parmi les constituants qui sont dans l'hémicycle et qui vont trancher sur la question, peut-être pourra vous contredire. Seulement, vous avez sur la question au début, quand vous me répondiez tantôt, parlant du bilan de la majorité actuelle qui dirige le pays, dont le mandat pourra prendre fin en 2016. Monsieur Mamba, s'il faut faire une gymnastique intellectuelle, ce bilan-là, vous, comment vous le présentez, comment vous le dressez? Le bilan de M. Kabila, chef de l'État, de 2011 à aujourd'hui, ne fût-ce que ces 5 dernières années, comment vous le dressez, ce bilan-là, selon vous? Il y a des efforts qui sont fournis, on ne peut pas le nier. Monsieur Matata, son Excellence le Premier ministre, a fourni des efforts volontaristes dans le sens d'améliorer les choses, mais nous estimons que ces efforts-là ne sont pas conséquents, qu'on n'a pas assez fait par rapport au temps qui a été imparti, par rapport aux ressources qui
qui sont disponibles, on pouvait faire mieux. Maintenant, on pourra nous avancer, la guerre à l'Est et les différents trucs qu'il y a eu par-ci par-là. Ce sont des circonstances atténuantes, mais dans l'absolu, je reste d'avis qu'il y avait possibilité et qu'il y a possibilité dans ce pays de faire mieux que dans d'autres pays. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'après 11 ans, 12 ans, nous n'avons même pas gagné 2 places en ce qui concerne l'indice de développement humain ou en ce qui concerne le doing business. Donc, dès l'instant que vous gérez un pays, vous maîtrisez l'administration et que vous n'arrivez même pas à changer l'image du pays après 11 ans, qui sont des délais largement constitutionnels, je ne vois pas ce qu'en 2 ans on peut faire. Raison pour laquelle je qualifierais ce bilan-là de largement négatif. Et alors, dans le cas échéant, il faut une alternance. C'est fou l'alternance de la MLC. Or, nous sommes l'une des alternances les plus crédibles. Comment vous le justifiez? Comment vous le justifiez? Mais que ce soit une alternance crédible parmi tant d'autres. Non, je ne compare pas le MLC à d'autres partis. J'ai beaucoup de respect pour nos compatriotes de l'opposition. Mais je crois au MLC, je crois aux valeurs intrinsèques à l'idéologie et aux différents animateurs du MLC. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, si on donnait la possibilité au MLC d'être aux affaires, le changement serait beaucoup plus que théorique ou symbolique. Il y aura vraiment une vraie émulation et qu'il y aurait des résultats vraiment concrets. Donc moi, c'est vraiment un problème de conviction. Je connais la valeur des animateurs du MLC, je connais, en parlant du président national, je connais son sens volontariste, donc je pense qu'on peut faire mieux, 10 fois mieux que ce qu'on vient de vivre ces 10 derniers jours. Mambalov insinue un bilan largement négatif. La majorité brandit quand même des œuvres importantes sur le plan des infrastructures. On nous brandit les routes, on nous brandit les hôpitaux, on dit le cap est vers l'émergence. Vous dites autre chose. N'est-ce pas ça de la mauvaise foi? J'apprécie votre sens du pluriel. Vous mettez les. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez exactement. Peut-être qu'on ne vit pas dans la même ville. Mais je vous informe en ce qui concerne les infrastructures. Il ne suffit pas de créer une route ou de l'élargir. Il faut créer les mécanismes de l'entretenir. Et aussi s'assurer qu'en la créant, on résout un problème. Vous savez que le boulevard qui a été élargi nous a apporté beaucoup plus de problèmes qu'il y en avait avant qu'il soit élargi. Simplement parce que toutes les routes qui sont parallèles n'ont pas été refaites. Tout le monde sur le boulevard. Et aujourd'hui, pour que moi j'arrive à mon travail, je fais 1 heure, alors que je vis à moins de 15 km. Donc on n'a résolu aucun problème. Ne parlons que des infrastructures. Si nous quittons Kinshasa et que nous allons sur la route du Bas-Congo, c'est pareil. Elle est totalement dégradée, comme la route du Bandundu. Il y a le Foner qui essaie tant bien que mal de faire ce qu'il peut, mais ce n'est pas possible. Alors, si nous allons encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire vers Ituri et tout ça, c'est la catastrophe. En ce qui concerne les hôpitaux, vous savez, je suppose que vous faites allusion à l'hôpital du Cinquantenaire. Moi, je n'ai même pas les moyens de m'y soigner. On m'a dit que le matériel est très bien, que tout est très moderne. Mais moi, je n'ai pas les moyens de m'y soigner. Vous pouvez y aller, bon, tant mieux, mais moi, je ne peux pas, malheureusement. Donc, je ne sais pas pour qui il a été fait. Mais je souhaite vraiment vivement que le tarif de la consultation passe à 1000 francs pour permettre à tout le monde d'aller se faire soigner, que ce soit subventionné par le gouvernement avec les deniers publics. Monsieur Mamba, le parc agro de Bukangalonto, n'est-ce pas là une modernité avec un matériel sophistiqué, dernier cri? On a vu l'expérience par le sud-africain, n'est-ce pas là une avancée? Je pense que ça c'est un peu provocateur. Vous savez, pour mais développer... on fait tout ça à la télévision. Attendez, il y a attendez. des amis reporters qui Pour ont développer une entité rurale, on procède à intégrer les paysans dans la vision, parce que ce sont les paysans qui connaissent leur entité et qui ont des besoins. Il faut passer par le développement humain, c'est-à-dire associer les paysans. Si ces paysans ont des projets, accompagner les projets existants. Vous savez, l'État n'a jamais été un bon gestionnaire. Nous avions d'Aïpen aussi. Ce n'est pas parce que nous avons amené 40... Voilà, déjà. Presque après combien d'années? L'initiative doit revenir au privé via des banques agricoles. Il faut que notre État, vous avez le FPI qui prélève plus ou moins 2% de taxes sur tout ce que nous importons, qui doit financer l'activité économique. Malheureusement, ça c'est encore une autre histoire, on peut faire tout un débat. Mais à l'instance du FPI, on devait avoir des cellules de financement de l'activité agricole pour permettre à ces paysans d'obtenir des financements encadrés afin de développer eux-mêmes. Parce que les structures gérées par l'État, de ce que je sais, que ce soit aux États-Unis ou partout ailleurs, ça ne fonctionne pas très bien parce qu'il y a la même mise politique dessus. Donc, je suis tout à fait content et j'ai vu le show à la télévision. Nous espérons que ça aura un impact. Oui, bon, parce que quand vous êtes allé 50 tracteurs, vous avez l'impression que 2 ans après le mandat, on a tout fait. Ça fait 10 ans qu'on pouvait avoir ces tracteurs.
On pouvait avoir ce projet 10 ans plus tôt. Mais les projets sont ouverts aussi au privé. Je pense que vous avez suivi le ministre de l'agriculture qui a ce que moi je dis, je ne suis pas en train de nier l'initiative. Mais je dis simplement qu'on pouvait le faire autrement, en permettant à chaque paysan qui est dans ce pays d'obtenir un financement pour une activité rurale. L'État a donné les go, le gouvernement a donné les go. Quelle est la structure qui finance les activités agricoles pour les privés? Si vous me donnez le nom, moi-même j'irai demain parce que j'ai une ferme. Vous connaissez le nom? Il y a assez les coopératives Non, les coopératives ne sont pas des coopératives de financement. Dans les pays développés, même en France, vous avez une banque de crédit agricole qui est l'une des plus grosses banques en France. Lorsque vous allez aux États-Unis, vous avez des grosses banques de ce type-là, c'est-à-dire que l'État met les moyens et les paysans qui gèrent l'activité agroalimentaire, c'est-à-dire qui nous nourrissent avec le lait, les pommes de terre et tout ce que vous voulez, contractent des prêts auprès de ces banques-là et financent leurs activités. Vous avez vu ça ici? Vous savez que la banque de crédit agricole existait sous Mobutu, ça a été mis en pièces, mais l'élan actuel, c'est un élan de recommencement, chose qu'on peut applaudir. Je trouve que c'est un peu tard. Nous sommes en 2014, nous sommes en pleine saison sèche. Nous connaissons bien comment fonctionne notre climat. La première récolte, on l'aura peut-être, les premiers fruits, ça sera après 2017. Je trouve que c'est un peu tard. Hein. Admettez avec moi que ça pouvait être fait plus tôt. Et peut-être sous une autre forme. C'est-à-dire avoir un autre FPI, au lieu que ce soit un fonds de promotion de l'industrie, que ce soit un fonds de promotion des activités agricoles, qui aurait des cellules dans toutes les contrées où il y a des terres arables, où il y a des paysans, et que ceux-là peuvent obtenir des crédits encadrés. On aurait beaucoup plus d'expansion que dans des projets pics comme ça, où on amène toute la télévision à 2 ans de la fin. Le côté, j'imagine, positif de cette affaire c'est que c'est là le fruit de ce que l'on a appelé il y a il y a 1 ou 2 ans, le point d'achèvement. Parce qu'on s'est plaint ici, après le point d'achèvement, c'est quoi? Voilà, d'ailleurs, si je tiens ces propos du président de l'Assemblée nationale lors de sa dernière sortie médiatique, il a dit clairement que voilà, le gens pensaient que le point d'achèvement c'était du folklore. Voici les résultats. Déjà, lorsqu'on a un grand parc comme ça, d'une superficie aussi importante, financé à hauteur de 83 millions de dollars, c'est pas rien. Je vais vous expliquer, peut-être qu'on ne se comprend pas. En dehors du costume que j'ai ou de la tenue de ville, je suis moi-même un grand paysan. Je vous donne une petite expérience, malheureusement nous n'avons pas beaucoup de temps. Je suis allé dans un village qu'on appelle Paikongila. Paikongila se trouve à plus ou moins 140 km de Kikwit. J'ai fait la route moi-même. Et j'ai eu une panne, on va le dire très rapidement, j'ai eu une panne et j'ai rencontré des gens qui avaient un sac d'arachide. Ils étaient à 3 et ils devaient quitter Paï pour aller vendre ce sac d'arachide à Kikwit. Et j'ai pris ma caméra, j'ai filmé ces personnes pour leur demander s'il y a un politique aujourd'hui qui vient, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Pendant que je pensais qu'ils allaient me dire qu'on nous fasse la route, eux, ils ont dit non, si on peut nous mettre une antenne téléphonique pour qu'on puisse appeler les gens. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens dans ce pays qui font 140 km, 150, 200 km avec un sac d'arachide et de manioc pour aller vendre. Et c'est pour vous dire qu'il y a des priorités. Ce n'est peut-être pas la mécanisation, mais c'est déjà de permettre à toutes ces personnes paysannes qui ont cette possibilité de produire, de pouvoir évacuer leur production. Et ces efforts-là doivent être fournis en désenclavant les entités rurales. Ce n'est pas en créant un grand parc que ce problème-là sera résolu. Il faut désenclaver des zones comme Paï. Il faut désenclaver des zones comme quand vous dépassez, quand vous allez vers l'ouest de Kikwit, là, il y a encore beaucoup de villages par là, j'ai fait le tour. Il faut désenclaver des zones comme ça vous allez aider ces paysans-là à vivre du fruit de leur travail. Donc, arrêtons la polémique autour de... Le mal en ce qui concerne le secteur agricole dans ces pays était tellement profond, comme on dit, au grand monde du grand remède. Je pense que le parc Boukanaloz, c'est un grand remède. Ce que j'aime, c'est que vous n'êtes même pas convaincu de ce que vous dites et c'est très intéressant. Donc, nous acceptons, nous disons que l'initiative, nous ne nions pas l'initiative. Elle devait être faite où elle a été faite. Mais nous disons, et le MLC dira toujours qu'il y a possibilité de faire mieux. Et dans ce pays, le mieux existe.
Aujourd'hui, nous parlons, vous et moi, du bilan de la majorité dont le mandat s'achève en 2016. Vous avez effleuré l'histoire des députés et des cinquantenaires, le taux de consultation. C'est-à-dire, on peut conclure que pour l'OMLC, rien n'est à applaudir finalement. Donc tout est à refaire à zéro, une chose à faire, vous allez faire le tabula rasa comme on dit en latin, tout doit être rasé pour refaire à zéro, donc rien n'est à applaudir. Donc, il y a un principe de la continuité de l'État. J'étais en train de dire qu'à l'actif de M. Matata, le Premier ministre, il y a des bonnes choses qui ont été faites. Et il y a possibilité de les améliorer. On n'est pas là pour remettre tout à zéro. Si le pays a décollé, eh bien, nous devons continuer avec l'élan. Mais ce que nous disons, c'est que nous, quand nous reprenons les affaires, nous allons aller un peu plus vite et nous serons beaucoup plus concis. C'est-à-dire que s'il y a des choses que nous pouvons trouver qui soient positives, et je pense qu'il y en a, parce qu'il ne faut pas être défaitiste et démagogue, il y a des choses qui sont positives, il faut continuer l'élan. Au-delà de la bancarisation, il faut améliorer le pouvoir d'achat des gens, il faut améliorer la paye des gens, donc faciliter les crédits de consommation, faciliter les crédits bancaires hypothécaires pour les gens qui veulent construire, parce que la ville étouffe, mais les gens n'ont pas accès au crédit. Voilà les choses, voilà les terrains sur lesquels le MLC va aller pour faire avancer l'affaire. Et aujourd'hui, pensez-vous que l'alternance, au-delà d'autres partis, il n'est que foutu, il fallait mieux? En tout cas, je ne me rappelle pas avoir prononcé ce genre de phrase. Je dis simplement que parmi les alternatives crédibles, l'MLC en est une, si pas la meilleure. Alors, M. Mamba, aujourd'hui, une autre question importante. Les constituants seront en septembre en session ordinaire. On parlera des élections municipales, les plus proches que la CNE est en train de préparer. Et vous y apprêtez comment pour le municipal? Partie prenante, le MLC? Bon, jusque-là, les discussions ne sont pas encore terminées. Le MLC a émis le vœu que M. Malouma nous crée un dialogue vraiment inclusif, que nous ayons un calendrier qui soit consensuel. Donc, en attendant ces différentes réponses, nous vous informons que le MLC est prêt à toute éventualité, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment qu'il y aura des élections forcées dans ce pays, le MLC sera là. Mais nous osons croire que le dialogue politique installé portera ses fruits et que nous allons tomber sur un consensus qui pourra mettre tout le monde d'accord de telle sorte que nous arrivions à des élections apaisées. Vous ne partagez pas la logique des autres composants qui veulent voir Malouma être débouté de la CENI. Vous savez, il y a une action en justice initiée contre lui par un groupe d'opposants avec Martin Fayoulou en tête. L'MLC est d'accord d'aller aux élections sous n'importe quel format, avec n'importe quel président de la CENI. Concernant le format et le calendrier, je pense vous avoir dit que nous attendons qu'il y ait un calendrier qui soit consensuel et accepté par tous. Maintenant, est-ce que le problème c'est au niveau des animateurs ou au niveau des règles du jeu? Donc, comme je vous ai dit, et vous l'aviez constaté, l'opposition est plurielle. M. Fayoulou, il a une approche, le MLC a une approche, mais à mon avis, c'est vraiment un avis personnel, je pense que le problème, ce n'est pas au niveau des animateurs. Le problème, c'est au niveau des règles à respecter. Parce que qu'on le veuille ou pas, si nous partons du principe que dans la CENI, il y aura des membres de la majorité et il y aura des membres de l'opposition et de la société civile, que Malouma ou parte, il sera remplacé par quelqu'un de la majorité. Je ne pense pas qu'on aura changé à ce niveau-là. On ne va pas évoluer. Vous avez confiance en Malouma? Non, nous n'avons pas confiance en Malouma. Nous avons confiance qu'il y a possibilité d'avoir des règles qui soient respectées par tous, y compris lui-même Malouma, de telle sorte que nous ayons des élections apaisées. Donc ce que nous voulons, ce en quoi nous croyons, c'est qu'il y a possibilité de trouver un consensus pour que des règles soient établies et qu'elles soient opposables à tous. Parce que ce n'est pas un problème d'animateur. Dès l'instant que les règles du jeu sont déjà établies, la majorité sera remplacée par la majorité, l'opposition sera remplacée par l'opposition. Donc même si on change les animateurs, mais si nous ne sommes pas d'accord sur ces règles-là, nous allons tourner en rond et nous sommes passés par les délais. Vous n'avez pas l'impression que c'est que le MLC devait dire, ce sont les autres qui les disent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le MLC a quand même un souvenir assez malheureux des élections de 2006. L'arbitre principal, la CENI, c'était dirigé par Malouma, qui a déclaré Joseph Kabila président et Bemba perdant. Les MLC a toujours dit que c'est Bemba qui avait remporté les élections. Et curieusement, au lieu que ce soit les MLC qui veuillent bien pousser Malouma dehors, ce sont les autres. Qu'est-ce que ça veut dire cette position-là, mi-figue, mi-raisin du MLC par rapport à ce que cela veut? Est-ce qu'on remet en cause sa personnalité ou on remet en cause le fonctionnement de la CENI? Qu'est-ce que vous remettez en cause? Nous remettons en cause d'abord le calendrier qu'il a promulgué, parce qu'il ne met pas tout le monde d'accord. Nous remettons en cause le fait qu'il veuille changer les règles du jeu.
parce qu'il veut proposer des élections indirectes au suffrage indirect pour les provinciales, les gouverneurs et tout ça. Nous remettons en cause tous les principes qu'il a mis sur la table. Maintenant, notez bien que ça peut être Maloumal ou que ça peut être un Mouloundo ou quelqu'un d'autre, il sera de la majorité. Notre devoir, ce n'est pas de dire, voilà, il y a tel personnage de la majorité qui nous plaît, on veut garder celui-là. Non, notre problème, c'est de dire, les règles du jeu doivent être correctes. Peu importe la personne de la majorité qui sera à la tête de la CENI, il faut que le jeu ne soit pas vicié et que ce jeu soit contrôlé. Ça, c'est la préoccupation du MLC. On ne va pas faire un focus sur une personne. Il y a quand même une jurisprudence sur la personne, ça vous dit? Oui, mais malheureusement, il y a des règles du jeu établies. À moins que nous changeons ces règles, que nous disions, écoutez, désormais, la CENI sera composée des étrangers. Que nous fassions appel à des services extérieurs. Dès l'instant que nous acceptons que c'est notre institution, c'est possible, nous l'avons vu en Guinée équatoriale. Mais ce principe n'a pas encore été adopté, a été refuté même par l'opposition. C'est-à-dire que nous voulons être en mesure d'être des hommes politiques responsables qui prenons nos responsabilités. Les règles du jeu préétablies désignent un président de la CENI qui est de la majorité, indistinctement de qui ça peut être. Si les règles sont respectées, nous allons aller aux élections. Donc vous estimez, j'imagine, que les autres amis de l'opposition poussent un peu le bouchon plus loin. Non, je pense que le départ des Maloumal, et même jusqu'à porter plainte contre eux. Je pense qu'il faut respecter les confrères, il faut respecter les méthodes. Le MLC a ses méthodes. M. Fayoulou avec les CID, M. Boussa, que je respecte beaucoup, avec le CDR, ou qui que ce soit, peut avoir des méthodes qui soient différentes. Nous voulons aboutir au même résultat. Quel est ce résultat que nous cherchons? C'est obtenir un consensus autour d'un calendrier, un consensus autour de la non-modification de la Constitution, un consensus autour des élections présidentielles et législatives en 2016. Si ces questions-là sont résolues, je vous assure que, quel que soit le membre de la majorité qui sera à la tête de la CENI, nous irons aux élections. Mais s'il vous plaît, Jean-Pierre, en quand l'union de l'opposition? Nous avons vu dernièrement M. Sarabo a défilé dans vos bureaux, venir parler de l'ère guerre avec Kengo Adondo, l'affaire de l'opposition républicaine, et puis l'autre camp qu'il accuse d'être l'ère détracteur. On ne comprend pas. Quand est-ce que le MLC aura à jouer son vrai rôle, je dirais, dans la configuration actuelle? Il peut paraître comme l'un des aînés de l'opposition, en tout cas s'il faut compter à partir de Santiti, après l'IDPS. Mais pourquoi les MLC semblent toujours ne pas bien jouer son rôle? Lissama est revenu chez vous, Kengo Adondo est resté avec les autres. Vous voyez que le MLC est toujours sollicité par des gens qui ont des sons discordants et on ne sait pas trop voir. Nous avons commencé cette émission, j'essaie de vous dire qu'il y a une réflexion profonde à faire aujourd'hui. Pour qu'il y ait un regroupement politique, il faut qu'il y ait une unicité dans l'idéologie politique. Vous n'allez voir dans aucun pays au monde où vous avez un parti de droite, d'extrême droite, qui se lie avec un parti d'extrême gauche, simplement parce qu'ils ont besoin du pouvoir, ils se retrouvent en dehors et ils sont opposants. Il faut que nous comprenions que chaque parti doit avoir une idéologie et avoir un bord idéologique. Le MLC a son bord idéologique, qui n'est peut-être pas le même que les CID. Donc, exiger ou demander ou se plaindre du fait que l'opposition n'est pas unie, c'est comme si vous êtes en train de dire que nous devrions tous fusionner nos programmes, avoir tous une unicité de pensée idéologique et tous faire un corps. Mais même si nous faisons un corps, le jour que nous avons le pouvoir, comment nous le départageons? Je parle en termes de politique, pas en termes de poste. Comment est-ce que nous allons orienter le pays? Donc, il est temps que ce soit que les gens qui sont dans la majorité, s'ils ne sont pas des socialistes comme le PPRD, qui sont plutôt de l'extrême droite, qu'ils quittent le bord parce qu'ils ne sont pas de la même obédience. Ils partagent le pouvoir, mais c'est un peu en 2006, risqué, ils partagent le pouvoir, ils ne peuvent pas quitter le bord. Voilà pourquoi en 2006, vous avez dit tout sauf Kabila. Attendez. Vous étiez dans quelle logique? Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a un problème de sémantique. En 2006, il y avait ce qu'on appelait l'Union pour la Nation. Et je pense que dans la charte de l'Union pour la Nation, vous avez toutes les réponses aux questions que vous venez de poser. Donc lisez cette charte-là et vous verrez pourquoi cette union a été constituée. Mais nous ne sommes plus à l'heure de l'Union pour la Nation. Nous avons déjà passé une élection présidentielle, nous sommes à la deuxième, nous avons été roués, nous sommes dans l'engrenage. Maintenant, il appartient à chaque formation politique de se distinguer.
Là où nous pouvons être unis sur des questions comme la modification de la Constitution, nous le sommes. Là où nous pouvons être unis sur le consensus autour du calendrier électoral, nous le sommes. Mais si nous ne sommes pas unis sur des méthodes, ne pensez pas que nous sommes autant désunis. C'est simplement que nous estimons que telle ou telle autre méthode ne nous convient pas par rapport à nos convictions. Monsieur Mamba, Jean-Claude l'a dit ici, il y a une guerre pas latente, elle est réelle, tout le monde l'a constaté, entre les Sanga Bonganga et Kengo, qui se disent tous de l'opposition. Ne pensons pas républicaine, comme le mec qui fait l'opposition républicaine, ne pensons pas que l'opposition est-elle un peu soufflée aujourd'hui pour que demain on parle d'une synergie d'opposition. Est-ce que vous n'aviez pas remarqué que ce genre de positionnement sont venus directement après l'annonce de M. Kengo, selon laquelle il y aurait un gouvernement d'union nationale? Nous avons des guerres de positionnement et c'est ce qui m'attriste. Dès lors qu'une personne, et laissez-moi le dire de manière très terre à terre, lorsqu'une personne fait la politique et que de toute sa vie, son premier gagne-pain, c'est la politique, ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des opportunités d'élargissement d'un gouvernement, de remaniement d'un gouvernement, il y a des personnes qui se renient. Il y a des personnes qui multiplient leur activisme parce qu'elles veulent faire partie des personnes qui vont diriger le gouvernement et qui vont être dans le gouvernement. Et ça, c'est tout à fait triste. C'est-à-dire que pour avoir une indépendance idéologique, il faut aussi que dans le cursus des personnes qui animent la politique aujourd'hui, qu'on puisse un peu vérifier si ces personnes, en dehors de la politique, elles sont capables de faire autre chose. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un se réveille le matin qui n'a pas nourri sa famille pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, qui n'est plus au mangeoire, dès l'instant qu'il y a une opportunité, vous voyez un activisme farouche. Dès que cette opportunité-là passe, la personne se calme. Mais combien de personnes suivent cette personne? Combien de personnes sont déroutées par rapport aux gesticulations de cette personne? Non, nous sommes un parti serein. Nous ne revendiquons pas le leadership de l'opposition. Nous ne revendiquons pas cela. Nous disons simplement que le MLC est un parti crédible, c'est une alternance crédible et qu'en 2016, nous nous préparons pour offrir au moins cette possibilité aux Congolais de nous voir gérer et d'améliorer leur quotidien. Justement, on va presque terminer cette émission, on reste 2 minutes. Aujourd'hui, ce qu'il est l'enjeu des élections qui vont venir bientôt, d'abord le municipal pour le MLC et le local et les provinciales. L'enjeu principal, c'est lequel? Écoutez, ce sont des élections de base. Ça veut dire que c'est vraiment des élections qui définissent nos liens avec la population. Parce que ce sont des élections de proximité. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est la participation citoyenne. Est-ce que nous allons continuer à penser que c'est le folklore qui fait voter les gens, comme nous avions en 2006, comme nous avions en 2011, que finalement il suffit d'amener une fanfare, une trompette pour qu'on vous vote, ou il faut pousser les candidats municipaux à apporter des vrais projets de société et des projets communautaires? Parce que là, il s'agira des projets communautaires, c'est-à-dire que quelqu'un est là dans sa commune, il vous dit, voilà, on doit construire un petit pont ici, moi, si vous m'élisez, je vais arranger tel et tel autre problème. Et que les gens l'écoutent et le croient, et qu'on le vote en fonction de ce que lui il propose. Donc l'enjeu maintenant, c'est faire participer le citoyen lambda à la vie politique de tous les jours, de telle sorte que la responsabilité soit partagée à tous les échelles. Ça va être facile pour le MLC? Il n'y a rien qui est facile, mais il faut commencer quelque part. Parce que si on ne le fait pas, on se plaindra alors qu'il y a des pays qui, il y a 17 ans, avant que l'AFDM arrive dans ce pays, qui occupaient 10 places derrière nous. Et aujourd'hui, ces pays sont largement devant nous, en termes de PIB, en termes de développement, d'indice de développement humain. Donc, si nous ne commençons pas quelque part, nous ne commencerons jamais. Nous allons nous limiter aux slogans, aux souhaits, aux gesticulations, mais le pays et la machine restera bloquée. Alors, pourquoi cette crainte-là de voir les conseillers communaux participer à la désignation de députés provinciaux, dès lors que, vous le dites vous-même, ces élections à la base vont conférer à nos entités des bases cette légitimité, je vous dis, originelle. Et si jamais ce sont ces gens-là qui on va conférer et reconnaître cette légitimité, ce sont eux qui votent. Vous savez que si cette proposition avait été faite en 2011, je vous garantis que ça aurait fait moins de bruit. Ce sont des contraintes temporelles. C'est-à-dire que nous estimons, nous, opposition, que nous sommes en 2015, nous avons un cycle qui n'a pas été terminé. D'ailleurs, vous allez constater vous-même que tous les bourgmestres qui sont en place ont été nommés et cooptés par la majorité. Nous avons un cycle électoral qui n'est pas fini. Donc la crainte est que nous dépassions les délais constitutionnels. La proposition en soi peut être discutable. Nous ne la rejetons pas par son essence, mais elle est rejetée par sa configuration temporelle. Elle est présentée à quel moment? Pourquoi présenter à ce moment-là? Pourquoi ne pas être présenté plus tôt?
Et par rapport à toutes ces questions-là, l'opposition se retraite pour dire... Mais ça change à quoi l'esprit et la légitimité? Ça change dans le fait que dans sa praticabilité, cette décision va rendre le processus électoral élastique. Nous avons dépassé les délais constitutionnels. Et nous pouvons renvoyer cette question après 2016. S'il fait que nous dépensions moins en faisant passer ce scrutin en indirect, discutons de cela après 2016, parce que les règles qui nous conduisent de 2011 à 2016 sont déjà établies et nous devons les respecter. Monsieur Mouba, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. De votre disponibilité, de vos réponses. La matière est abondante, on ne l'a pas épuisée. En espérant qu'il y aura un autre numéro pour répondre à d'autres questions qui intéressent l'opinion et l'ensemble de votre base politique. En tout cas, je serais très flatté si vous me reconviez à participer à votre émission. Voilà, merci également à vous qui avez cette émission. Comme on le dit toujours, les bonnes choses ne durent pas. Devant moi, J.C. Kousikessa, Jacques Mamba au cadre du MLC, on a parlé des grandes questions qui intéressent le pays. Vous disons merci, fiction, rendez-vous le mercredi prochain pour un autre numéro de ces Face à Face, émission rediffusée et diffusée à Canal Congo et à Canal Télévision. Bonne soirée chez vous et bye bye.